On a le plaisir d'accueillir Audrey Lebot, donc, qui est une des nouvelles praticiennes hospitalières du service, surtout impliquée dans les endocardites, mais qui va nous parler des infections urinaires masculines. Donc, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui d'infection urinaire masculine. Alors, c'est un peu précurseur puisque finalement, les recommandations françaises sont en cours de réécriture. On va voir les pistes. Donc, première chose, première mise en situation, un homme de 82 ans qui n'a pas d'allergie, pas de prise récente d'antibiotiques, qui se présente au cabinet pour des brûlures urinaires depuis 4 jours sans fièvre. Et donc, ça vous semble une bonne indication de prescription de CBU. Et donc, ça va me faire l'occasion de reprendre avec vous les grandes lignes, hein, parce que c'est des recommandations qui sont extrêmement denses et qui sont sorties il y a 2 ans pour reprendre les bonnes pratiques de l'ECBU, des choses qui n'ont pas changé et des nouvelles choses. Donc, ce qui n'a pas changé, évidemment, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'indication au dépistage de la colonisation bactérienne urinaire en dehors de la grossesse et du geste urologique, hein. Donc, le CBU doit être réalisé exclusivement sur des signes fonctionnels urinaires, si possible aigus. Et donc, les urines doivent être, si possible, alors c'est la principale piste d'amélioration qui est mise en avant dans cette recommandation, d'essayer d'améliorer les techniques de recueil, puisque c'est un examen qui est largement réalisé, mais pas toujours très bien fait, que ce soit par le patient ou dans le labo. Donc, dans l'idéal, il faut que ce soit les premières urines du matin. Alors, en pratique, en ville, pas très simple, mais qu'au moins 4 heures de la dernière miction. Ça aussi, pas très simple en période de cystite aiguë avec une pollakiurie, mais dans l'idéal, c'est ce qui est recommandé afin d'augmenter la densité bactérienne. Et puis, si possible, des urines de milieu de jet pour s'affranchir des germes de la flore pelvienne. Ce qui change aussi, c'est qu'ils ont mis en avant d'éviter d'utiliser des antiseptiques ou du savon, ce qui était recommandé en fait et qui a largement dans les labos pour la réalisation de cet examen. Et qu'en fait, c'était pourvoyeur de négativation de l'ECBU et ce qui est recommandé dans ces recommandations-là, c'est plutôt de faire juste une toilette à l'eau. Évidemment, pas de CBU de contrôle systématique, ça c'était déjà quelque chose qui était fait. Et après, ils relancent le débat qui avait déjà montré une différence entre les recours américaines et françaises de savoir sur les patients sondés à demeure, qui sont donc a fortiori très fortement à risque de colonisation de leur matériel. Eh bien, eux refont comme les Américains en disant de faire le CBU après le changement de la sonde. Les recours françaises, PILF et AFU avaient dit que c'était un geste qui était à risque et que le risque, c'était de manipuler les voies urinaires et donc de faire de créer une nouvelle infection. Mais finalement, avec le risque de colonisation, cette reco européenne des microbiologistes, elle dit plutôt quand même de changer la sonde si elle est ancienne. Sur le plan microbiologique, ce qui change, c'est de mettre en avant l'importance de la leucocyturie. Et puis, ils ont classé les pathogènes, alors ça, c'était déjà fait, hein, selon leur probabilité d'infection. Je vous les ai mis ici, en ajoutant des espèces pathogènes que vous avez peut-être commencé à voir dans les ECBU, donc notamment Aerococcus et Atygnothignum chali, qui sont considérés comme des pathogènes certains quand la culture est monomicrobienne. Et le débat actuel, c'est de savoir si ce sont des copathogènes quand ils sont associés à une autre bactérie plus commune, type entérobactérie. Donc, dans le cas de notre patient, le CBU révèle une leucocyturie significative ainsi qu'une culture à Escherichia coli sauvage. Quel traitement proposez-vous? Et je vous ai mis la liste. Je vous laisse réfléchir 3 minutes. Je ne vais pas faire de sondage, mais je vous laisse réfléchir 3 minutes. Est-ce que c'est si évident que ça? Je ne sais pas. C'est bon dans votre tête? Donc, si on reste aux recos françaises, celles qui sont publiées, c'est 2017 ou 2018, infection urinaire. Donc, sans fièvre, la seule différence avec fièvre, c'est de différer le traitement antibiotique au résultat de l'ECBU parce qu'on a le temps de le recevoir comme dans le cas de ce patient. Et après, pour le choix de traitement, que ce soit fébrile ou non, il n'y a pas de distinction avec les fluoroquinolones positionnés en 1 et le Bactrim en 2, et les durées sont ci-dessous, donc plutôt longues. Si on considère qu'il y a une neuropathie sous-jacente, c'est actuellement mis 21 jours.
Donc, si on suit ça, on se lance dans une antibiothérapie très longue. Mais est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux sur le plan écologique maintenant? Donc, ce sont des questions qui sont actuellement en cours d'écriture. La première, c'est donc, est-ce qu'on considère que la cystite masculine existe? C'est quelque chose qu'on avait, je pense, appris largement que chez l'homme, c'était infection urinaire masculine, voire prostatite. Mais donc en France, elle n'est pas écrite telle quelle. Après, dans pas mal de recommandations, que ce soit en Grande-Bretagne, Pays-Bas, en Suède, en Norvège, etc., il y a un item cystite masculine et que probablement, alors je dis probablement qu'on pourrait considérer cette entité, en tout cas considérer les antibiothérapies moins longues et moins large spectre. La deuxième question pour répondre à ça, c'est est-ce que vraiment il n'y a que les quinolones et le Bactrim qui diffusent dans la prostate? Quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Première étude qui peut alimenter la discussion là-dessus, c'est une étude de 2020 qui reprend des bactériémies à entérobactéries d'origine urinaire chez des hommes, qui étaient relayées en pair-os à donc entre J2 et J5, soit par quinolone, soit Bactrim, ou le deuxième groupe, bêta-lactamine, pour faire les 14 jours de traitement. Donc là, on était dans des bactériémies, hein, donc ce n'était pas des cystites. Et bien, dans ces bactériémies d'origine urinaire, il n'y avait pas de différence sur la mortalité en utilisant les bêta-lactamines ou le groupe quinolone Bactrim. Autre donnée, on a le registre norvégien qui a regardé, pour le coup, l'entité cystite existe chez eux, donc était cotée telle qu'elle par les médecins de ville dans leur registre. Et c'est de la médecine de ville. Et donc, des molécules type pivmicilinam notamment sont très prescrites avec, dans leurs données de registre, plus de 75% d'efficacité. Donc, comme c'est du registre, en fait, ils regardent s'il y a de la represcription dans la semaine suivante, dans les 14 jours suivants, dans le mois suivant. C'est vraiment des données type assurance maladie, en fait, hein. Mais donc, sans represcription, dans plus de 75% des cas, quand on parle d'infection pas grave, on a quand même des objectifs d'efficacité qui sont un peu plus faibles. Donc, c'est bien, avec une bonne tolérance de ces molécules. Donc, probablement qu'il y a des molécules qu'on peut utiliser avec une probable bonne diffusion sur des infections comme ça, non fébriles et peu graves, chez des patients qu'on pourra surveiller. Donc, je vous ai mis la liste. Ce qui est sûr, c'est par exemple l'amoxicilline. Il n'y a aucune arrière-pensée à l'utiliser chez l'homme sur une infection urinaire documentée. Typiquement sur une infection urinaire à Enterocoque fécalis, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Ça diffusera bien et même dans le cas d'une pyélose, ce sera très bien. Après, la place de la phospho et du pivméthylinam, ben, c'est à nous de le voir. Pour la phospho, il y a un essai qui est en cours de mise en place, qui est lancé dans certains centres. On va participer là d'ici peu. Donc, c'est un essai randomisé multicentrique de non-infériorité qui, pour le coup, va utiliser la phosphomycine versus quinolone ou Bactrim en relais oral des infections urinaires fébriles chez l'homme. Donc, c'est qu'il y a quand même des données suffisantes pour y croire un peu. Enfin, pour y croire même. Et enfin, est-ce qu'on peut raccourcir la durée de traitement? Donc, il y a cette étude qui date de 2021, qui évaluait en randomisé les hommes avec infection urinaire non fébrile. Donc, on revient dans ce qui pourrait correspondre à des cystites et qui avait montré la non-infériorité du traitement de 7 jours vs 14 jours. En revanche, l'essai français dont vous avez peut-être entendu parler, qui était ProstaShort, et qui là évaluait les infections urinaires fébriles, donc plutôt prostatite, pyélo, randomisé double aveugle contre placebo, n'a pas montré, a même montré plutôt l'effet délétère du traitement court, y compris en utilisant les quinolones ou le cotrimoxazole. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Si on simplifie au maximum le message, c'est que probablement qu'il faut qu'on réévalue nos pratiques et que les 3 semaines de quinolone pour des signes fonctionnels urinaires chez un homme, c'est trop, c'est pas adapté, c'est plus écologique et on les expose à des complications et à une sélection de résistance. Probablement qu'on peut simplifier un peu le message sur l'infection urinaire non fébrile qui pourrait correspondre à un équivalent de cystite et qu'on peut utiliser des antibiotiques à spectre plus étroit avec une durée plus courte, mais que pour l'instant, ce n'est pas possible de le faire sur des infections urinaires fébriles. Dans ce cadre-là, pas de problème à utiliser les bêta-lactamines, mais on reste sur un traitement plus long de 14 jours.